Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais que vous commentiez l'image de cette table, et on va voir maintenant les conséquences et les suites, mais l'image de cette table où on voyait autour de la table, d'un côté Vladimir Poutine, Ushakov qu'on vient d'entendre, l'interprète, et de l'autre Witkoff, le négociateur américain, l'envoyé spécial, l'interprète, et Jared Kushner, le propre gendre du président Trump. Écoutez, moi je suis un ami de l'Amérique, j'aime l'Amérique, et donc cette image me fait une peine infinie. C'est une image honteuse. Cette image-là et les autres de Witkoff et Jared Kushner se promenant sur la place rouge, guidés par Dmitriev, le patron du Fonds souverain russe, était une image honteuse. Voilà, pour un ami de l'Amérique, pour un homme libre, pour un démocrate, c'est une image terrible. Cette image-là, effectivement, ils sortent du restaurant. Ce côté homme d'affaires, c'est très... On a signé un contrat, on va se balader, on boit un dernier verre dans Moscou. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Trump aurait pu être le leader du monde libre, ou être même un peacemaker. Il a choisi d'être un dealmaker. Donc il fait des deals. Pour lui, c'est sa philosophie. Voilà. Witkoff, c'est la même chose. Aujourd'hui, la diplomatie américaine est menée par des promoteurs immobiliers et par des courtiers en affaires. Voilà, c'est terrible à dire, c'est triste, c'est pas l'image de l'Amérique dans laquelle nous avons été élevés les uns et les autres, c'est pas l'Amérique qui, moi, m'a permis de naître il y a un certain nombre de décennies, mais c'est l'Amérique d'aujourd'hui. Et je crois qu'il y a une chose importante, Darius Rolman. Vous savez, je crois qu'il faut une fois pour toutes regarder les choses en face. L'Amérique n'est pas sur le point de lâcher l'Ukraine. L'Amérique a lâché l'Ukraine. Voilà. Elle n'est pas sur le point de lâcher l'Europe. Elle a lâché l'Europe. Et il faut s'habituer à penser dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, que cette guerre en Ukraine, il faut la penser et il faut la mener sans les Américains. Lorsque dans le bureau ovale, lorsque Donald Trump a eu le culot de demander à Zelensky qu'est-ce qu'il pensait, rappelez-vous, il y a quelques semaines, qu'est-ce qu'il pensait de l'idée mirobolante du plus beau tunnel jamais vu dans l'histoire du monde entre la brillante Amérique et l'admirable Russie. Il a eu le front de demander à Zelensky qu'est-ce qu'il pensait de cette idée. Et Zelensky d'ailleurs, parlant le Trump comme le magnifique personnage qu'il est, qui est capable en effet de se mettre dans n'importe quelle situation, il a dit, en effet, je n'aime pas beaucoup cette idée. Voilà. Mais ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que l'Amérique de Trump est passée de l'autre côté. Il faut s'y faire. Alors il y aura des méandres, il y aura des retours en arrière, il y aura des négociations où on aura l'impression que Poutine résiste à Witkoff. Mais en vérité, l'Europe doit admettre le fait qu'elle est seule aujourd'hui pour défendre l'Ukraine si elle le décide. Est-ce qu'on a méconnu l'histoire quand on voit ces images où ils copinent ? Il n'y a pas d'autre mot. Renaud Girard, qui est souvent sur ce plateau, alors il est plus à droite que vous, mais il vous aime bien, je crois que vous l'aimez bien aussi, enfin vous respectez l'un l'autre. Souvent il dit, en réalité on oublie complètement qu'avant 1941, les Américains n'étaient pas du tout des amis évidents de la liberté, en tout cas de la liberté européenne. Et en réalité, ils sont entrés dans la guerre tard et on s'illusionne quand on dit naturellement les Américains sont avec nous. C'était une illusion. Écoutez, non. Amis de la liberté, ils l'ont été. Après, ils ont été aussi isolationnistes. Sans Pearl Harbor, ils ne se seraient pas engagés, etc. Bien sûr. Enfin, le bureau ovale, où l'on voit en ce moment ces scènes affligeantes, c'est quand même l'endroit où Roosevelt a décidé de combattre le nazisme. C'est l'endroit où Kennedy a tenu tête à Khrouchtchev. Voilà. Non, l'Amérique est du côté de la liberté depuis... Il y a deux grandes révolutions. Mais des réalités aussi. Bernard Lévy, le même Roosevelt, vous savez bien, c'est l'homme qui a traité avec Staline, qui a cru Staline ou qui a fait semblant de croire Staline, qui a dit Staline, il va tenir ses promesses. Noblesse oblige, disait-il. Oui, c'est l'homme qui n'a pas voulu entendre Jan Karski, venu lui, ce Polonais venu l'alerter sur la réalité de la Shoah, bien sûr. Mais je crois que les États-Unis, hélas, n'avaient jamais traversé, hélas pour nous, pour notre génération, une saison aussi sombre que la saison d'aujourd'hui. Mais encore une fois, il ne faut pas pleurnicher. Et puis, il faut arrêter de scruter les froncements de sourcils de Trump. Il faut arrêter de le remercier et de le féliciter pour ça. Ils nous ont lâchés. Vous dites c'est fini. Voilà. Il faut. Alors, on aura peut-être une bonne surprise. Mais aujourd'hui,
Il faut que l'Europe, les pays européens se conduisent comme des grands, qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils sachent qu'ils sont seuls. Qu'est-ce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes, Henri Lévy? Vous allez souvent aux États-Unis, et je souligne ça, il y a peu de Français qui sont aussi connus que vous aux États-Unis. Vous allez sur les télés américaines, les radios américaines, vous fréquentez parfois certains des hommes qu'on voit là. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête dans Witkoff? Qu'est-ce qu'il pense au fond de lui? Ou dans Jared Kushner d'ailleurs? Là, quand il négocie, ou en tout cas quand il parle, parce qu'on ne peut même pas peut-être appeler ça une négociation à ce stade avec Poutine. D'abord, je crois qu'ils sont, en tout cas le premier d'entre eux, Witkoff, je crois qu'il est vraiment fasciné par Poutine. Je crois qu'ils sont. Il est persuadé que Poutine est un homme fort, qu'il défend les valeurs de la civilisation occidentale. Deuxièmement, je crois qu'il a peur. Je crois qu'il a peur de Poutine. Et puis troisièmement, il croit vraiment que c'est en faisant des affaires que l'on rend le monde plus civilisé. Il croit vraiment ça. Donc ce sont des hommes, les gens qui entourent le président Trump, qui n'ont pas le sens du tragique de l'histoire, qui ne savent pas que l'histoire, ça peut être aussi un grand pays, l'Ukraine, qui d'un seul coup a le ciel qui lui tombe sur la tête le 24 février 2022, sorti de nulle part, de Russie, des chars, des bombes, etc. Il ne voit pas cela. Et le réel nous rattrapera tous et les rattrapera aussi. Voilà, c'est... Écoutez, Pete Hegseth, la séquence est absolument incroyable. C'est Pete Hegseth qui n'est pas du tout dans la tonalité d'inquiétude d'ici en Europe. Il rigole, on lui pose la question de son dîner idéal et il dit oui, il pourrait y avoir Zelensky, Trump et Poutine. Et il en parle avec une décontraction qui évidemment est tellement en contraste avec ce que nous vivons ici. Si vous pouviez faire un dîner avec 3 personnes mortes ou vivantes, qui serait à la table? Je pense que ce serait le président Trump, Vladimir Poutine et Zelensky. Voyons ce qui se passe. Juste ce que le président veut. On verra ce qui se passe. Ce serait un dîner pour la paix. Il y aurait des steaks bien cuits, des frites et de la sauce russe. Voilà, Bernard Lévy. C'est navrant. Et ces rires gras et un peu indécents, c'est ce qu'il y a peut-être de pire dans cette scène. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il est toujours, le ministre de la guerre américain, est toujours convaincu qu'il n'y a pas d'agresseur et il n'y a pas d'agressé. Que tout ça, c'est un conflit d'ego. EGO dans un bac à sable. Il est persuadé que Poutine, Ukraine, même combat, et qu'il faut les mettre d'accord à tout prix autour d'un bon steak américain, enfin ce qu'il vient de dire, quoi, qui est terrible. Il faudrait, il faudrait que ces hommes se décident à aller en Ukraine. Il faudrait qu'ils se décident à aller à Kramatorsk, voilà, pour qu'ils voient ce que c'est qu'une grande nation civilisée, qu'un grand peuple qui défend leurs valeurs, d'ailleurs, parce que le peuple ukrainien, il n'est pas anti-américain. Il croit à l'exceptionnalisme américain. C'est une des choses qui m'a beaucoup frappé, moi, dans toutes mes rencontres avec Zelensky, y compris d'ailleurs au lendemain de l'élection de Trump. J'ai été très surpris. J'ai vu Zelensky juste après l'élection de Trump à plusieurs reprises, et je l'ai vu d'ailleurs l'avant-veille de son départ à Washington. Il y croyait. Il était persuadé que l'Amérique était toujours l'Amérique de Kennedy et de Roosevelt, du bon Roosevelt. Il était persuadé qu'il allait réussir à les convaincre. Et moi, je l'entendais, j'ai passé des longs moments avec lui. Je l'entendais, j'essayais de le convaincre, j'essayais de le mettre en garde et de lui dire, enfin écoutez, il y a quand même quelque chose qui se passe aujourd'hui à Washington. Mais les Ukrainiens sont encore dans le rêve américain. C'est très triste ce que je vous dis là, c'est d'une infinie tristesse. Est-ce qu'ils y croient encore, les Ukrainiens? Est-ce que Zelensky y croit encore? Ou est-ce qu'il y a un doute? Il y a en tout cas un doute, ça le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un doute. Les séances d'humiliation à répétition, franchement, un président héroïque qui, contrairement à Poutine, va sur le front retrouver ses soldats, pour qui les soldats ne sont pas des matricules mais ont tous des noms et des visages, qui se fait traiter comme il a été traité à plusieurs reprises à la Maison-Blanche, évidemment qu'il a, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un doute. Donc il fait comme si. Il pense, la grandeur de Zelensky, c'est qu'il sait qu'il n'a pas le droit à la dignité offensée. Parce qu'il sait qu'il a un peuple sur les épaules, parce qu'il sait qu'il a, il y a des milliers d'hommes sur le front, à Pokrovsk ou à Soumy, qui ont besoin encore des systèmes de renseignement américains. Donc il ne peut pas se permettre, en effet, de ne plus y croire. Mais nous, les Européens,
les alliés de l'Ukraine, nous, il faut qu'on se permette. Jusqu'où peut aller ou veut aller Poutine? On va être en direct avec vous, Charles Niveau. Vous êtes à Moscou, vous restez avec nous, Bernard-Henri Lévy. Écoutez la déclaration de Vladimir Poutine, elle est d'aujourd'hui. C'est-à-dire, hier, c'était la déclaration « Si les Européens me cherchent, moi je suis prêt à la guerre ». Et ce soir, il est entouré de la jeunesse russe, d'une jeunesse russe, et il dit « Elle est avec moi ». Il est important de noter qu'après le début de l'opération militaire spéciale, vous vous êtes également impliqué dans ce travail. Le nombre de bénévoles a plus que triplé, passant de 10% à 32% de la population. Et lorsque l'opération militaire spéciale a commencé, 630 000 personnes se sont jointes à la tâche pour apporter leur soutien à nos hommes, aux héros de l'opération militaire spéciale et leurs familles. Ce qui est particulièrement important, c'est que vous incluez les soldats eux-mêmes dans ce travail. C'est merveilleux. Leur vie est un exemple formidable pour tout le pays, en particulier pour les jeunes qui voient devant eux des héros réels, authentiques, et non pas des héros de contes de fées qui savent ce qu'est la patrie et comment la défendre. Charles Niveau, quand on regarde cette image, alors il y a deux façons, on dit c'est des figurants, c'est des jeunes très castés, etc. Il y a l'autre possibilité, c'est qu'il y a une partie réelle de la jeunesse qui le suive. Qu'est-ce que vous observez ? Oui, très clairement, il y a une partie de la jeunesse qui suit Vladimir Poutine. Les chiffres des bénévoles donc, qui viennent aider comme ils le peuvent, quelquefois c'est écrire des cartes, quelquefois c'est envoyer des gâteaux aux soldats qui sont sur le front. Parce que, mais ça c'est lié aussi à une stratégie qui a été mise en place depuis avant même la guerre, mais par le biais de Vladimir Poutine, qui est finalement de inclure dans la question militaire les enfants depuis leur plus jeune âge, à travers des cours où on apprend à monter, démonter des kalachnikovs, où on apprend à mettre un masque à gaz, à l'enlever. En fait, il y a vraiment une volonté pour Vladimir Poutine de s'assurer que dès le plus jeune âge, tous ces enfants, ils aient un sentiment d'attachement à la grandeur de la Russie qu'il ne les quittera jamais. Bernard-Henri Lévy, quand vous entendez Charles Niveau, ce constat évidemment qui contredit l'optimisme qu'on a parfois ici. Écoutez, ce que nous savons, c'est que les dictateurs sont toujours soutenus par on a toujours le sentiment qu'ils sont soutenus par leur peuple jusqu'au jour où ça casse, et en général ça casse d'un coup. En 1987 ou 88, j'avais des débats sur des plateaux semblables aux vôtres, où on me disait le peuple russe est derrière le pouvoir soviétique de l'époque, et puis du jour au lendemain, en novembre 89, ça a basculé. Donc on ne sait jamais. Bien sûr que cela est vrai, mais rappelez-vous d'ailleurs, en 2020, quelques mois après le début de la guerre, ou début 2023, quand il y a eu un début de putsch contre Poutine, Evgeny Prigojine, son ancien goûteur, son ancien cuisinier, qui a décidé de se rebeller, il est entré, il a roulé avec un bataillon de soudards, mi-chemin jusqu'à Moscou, personne ne l'a arrêté. On lui offrait du café dans la rue, on lui offrait des canettes de Coca-Cola et on l'applaudissait. Donc vous savez, les dictateurs, le soutien que leur apporte leur peuple, il faut être extrêmement prudent. C'est vrai, jusqu'au moment où d'un coup, ça bascule. Mais cette fois, le nationalisme, Charles Niveau, dites un mot de ça encore, il y a eu toute cette série de reportages de TF1, LCI, la page spéciale. Il y a un élan nationaliste à Moscou, fort. Oui, bien aidé en fait par tout un décorum militaire qui a été mis en place depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. En fait, ce qui est assez étonnant quand on se balade dans les rues de Moscou, même en centre-ville, c'est de voir à quel point la présence militaire elle est partout. Désormais, en fait, presque à chaque abribus, plutôt que d'avoir une publicité, vous allez avoir une campagne de recrutement pour demander aux Russes de s'engager. Même chose sur les panneaux publicitaires. Je vous en parlais tout à l'heure, mais dans les rues piétonnes, vous allez avoir des expositions photos qui mettent en valeur et qui montrent les soldats russes en train de combattre, ceux qui sont en train de combattre en Ukraine, mais aussi ceux de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a vraiment aussi l'idée de faire ce rapprochement entre les deux conflits. Donc en fait, cette guerre, elle fait partie du quotidien des Russes, et à chaque fois, évidemment, les soldats présentés comme des héros, et la population doit être derrière ces héros. Bernard-Henri Lévy.
D'abord, la Seconde Guerre mondiale, ça c'est une chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. C'était les Russes, mais c'était aussi les Kazakhs, c'était les Tchétchènes et c'était les Ukrainiens. Ne jamais oublier que le camp d'Auschwitz, par exemple, a été libéré par des tankistes du premier front ukrainien. Donc bien sûr, les héros de la Seconde Guerre mondiale. Mais cet héritage-là revient autant, cette noblesse-là revient autant aux Ukrainiens qu'aux Russes, d'une part. D'autre part, pour ce qui est des soldats, ce que vient de dire votre envoyé spécial est évidemment sûrement exact. Mais moi, j'observe deux choses. La première, c'est que les Russes, cette armée patriote, elle a quand même besoin de Nord-Coréens. Sans la chair à canon nord-coréenne, elle n'y arriverait pas. Déjà là, ils ne brillent pas particulièrement sur le front, leurs progressions sont minimes. L'histoire de Pokrovsk et de Kupiansk. Kupiansk, c'est faux. Et Pokrovsk, ce n'est vrai qu'à moitié. Ils sont au sud de Pokrovsk, ils ne sont pas encore au nord. Vous y étiez, vous avez été à Pokrovsk vous-même. Dans votre film, et je des vois scènes incroyables dans Pokrovsk. Et les images que vous avez montrées tout à l'heure, je connais ce quartier de Pokrovsk. On est au sud de Pokrovsk. Une partie de la ville, en effet, semble libérée, pas au sens russe, apparemment. Enfin, vous savez, ils plantent le drapeau, et puis ils vont se carapater 3 minutes après, et ça va durer comme Chassiviar, comme Bakhmout, où ça a duré des mois et des mois. Donc cette armée russe, elle est patriote, elle est incapable de prendre une petite ville de la taille de Montauban. Pokrovsk, c'est ça. Chassiviar, c'est encore plus petit. Un, elle est incapable. 2, elle a besoin de Nord-Coréens. Et 3, dans un de mes films, j'ai interviewé des prisonniers russes, des gens qui se sont rendus. Et croyez-moi, c'est pas la grande armée patriotique dont nous parle Poutine. C'est des pauvres gars qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qui ne savent pas pourquoi ils font cette guerre, qui la plupart du temps n'ont pas été capturés mais ont déserté, qui en veulent à leur chef et ainsi de suite. Voilà. Donc autant, je crois que du côté ukrainien, il y a ce vrai patriotisme dont vous parliez, parce que c'est des gens qui défendent leur maison, qui défendent leur famille, qui défendent leur pays, qui défendent l'Europe. Autant côté russe, c'est des hommes qui ont, comme à l'époque de Staline, des fusils dans le dos. Alors évidemment, on y va. Et est-ce qu'il y a un goût de la revanche? D'après vous, est-ce que les Russes veulent se revancher? On les entend beaucoup, on les a entendus là encore ces dernières heures dire, et souvent ils vous citent même nommément, parce que dans leur esprit, il y a eu la Libye, vous avez joué un rôle, il y a eu l'Irak, la guerre d'Irak, il y a eu les bombardements de Belgrade. Et à chaque fois, ils disent « Ah, regardez, l'OTAN quand même, qui se dit toujours défensive, a été parfois offensive. » L'OTAN ou les Américains. Ils veulent se revancher de Jean-Paul II et de Ronald Reagan. Voilà, ça c'est la revanche, en effet, de Poutine. Il en veut à Jean-Paul II, le chef de l'Église catholique polonais d'origine, et il en veut à Ronald Reagan, l'homme qui a mis l'Empire soviétique à genoux. C'est ça la réalité. Et alors bien sûr qu'il y a un revanchisme, c'est le cœur de l'idéologie poutinienne. Il est persuadé, à l'époque où il était petit agent du KGB à Dresde, que la chute de l'Union soviétique est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, et il veut prendre sa revanche sur cette catastrophe. Forte idée, la revanche. Elle est dangereuse, l'idée de revanche. Dans l'histoire, on a vu, dans l'idée de l'Europe, mais c'est un moteur puissant. Oui, mais c'est une passion triste. Ça n'est pas si mobilisateur que l'on croit. Je crois que l'héroïsme, la défense de son pays, la défense de valeurs, ça, c'est dangereux pour l'adversaire parce que c'est mobilisateur. Ça marche vraiment. La revanche, je ne suis pas sûr qu'on gagne des guerres animées par la seule volonté de revanche. Je ne crois pas. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des regrets, vous, pas vous, voilà, mais l'Occident qui, pendant un moment, a eu un sentiment de puissance, après la chute du mur de Berlin, après la chute de l'Union soviétique, qui s'est dit, on peut tout faire? D'abord, moi, je n'ai jamais pensé ça. Je n'ai jamais cru à cette histoire de fin de l'histoire, du monde entier acquis aux idées libérales et qui deviendrait une espèce de grand marché mondial auquel il faudrait ajuster les dernières provinces de l'Empire. Je n'ai jamais espéré ça. Non, j'espérais oui, mais je n'y ai jamais cru. Je crois que l'histoire existe, je crois qu'elle est tragique, je crois qu'on n'en finit jamais avec les contradictions, etc. Donc je n'ai jamais cru ça. Mon regret, il est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous venez de parler de l'OTAN. L'OTAN, ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on a fait l'OTAN? Pourquoi est-ce qu'on l'a créé? Pourquoi est-ce que les pays fondateurs de l'OTAN l'ont créé? Ils l'ont pas créé pour aller en Syrie. Tant mieux s'il leur est arrivé Ils l'ont pas créé pour aller en Afghanistan. Ils l'ont créé pour le moment d'aujourd'hui. L'OTAN a été créée pour défendre l'Europe contre la menace soviétique et russe. Et peut-être que c'est là qu'elle ne marchera pas. Et c'est là où nous en sommes. L'OTAN, l'heure de vérité, c'est aujourd'hui. Si demain, les Russes tentent quelque chose en Estonie,
Est-ce que l'OTAN fonctionne? Je ne sais pas, mais c'est la grande question. Parce que l'OTAN, ou bien le président Macron avait raison quand il disait qu'elle était en état de mort cérébrale, ou Garry Kasparov, grand américain, lorsqu'il dit que l'OTAN, ça n'est plus rien que 4 lettres. Ou bien ils ont raison, ou bien l'OTAN sert à quelque chose. Si elle sert à quelque chose, l'OTAN, c'est au moment historique que nous vivons aujourd'hui, à tenir en respect l'armée russe. Et si ça ne marche pas? Le scénario, on l'entend souvent sur notre plateau, il commence à prendre forme dans certains esprits. Ils entrent en Estonie, en bon français, ça merdoit. Il y a des réunions à Bruxelles, des réunions à Strasbourg, à Washington, etc. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Les jours passent, et puis il ne se passe pas grand-chose. Eh bien, dans ce cas, je crois vraiment que ça sera pour l'ensemble des peuples d'Europe, y compris le peuple français, un désastre sans précédent depuis 75 ans. Ça sera un désastre parce que même si les chars russes ne seront pas à Paris 3 semaines après, naturellement, l'armée russe a été tellement affaiblie par la guerre d'Ukraine, a été tellement amoindrie par la vaillance des Ukrainiens qu'en effet, il faudra le temps qu'elle se refasse. Mais imaginez une seconde. La Russie, en effet, dans le scénario que vous dites, envahissant un pays balte, ou la Pologne, ou la Finlande. Imaginez l'OTAN qui ne fait rien. L'Europe qui se contente de conclaves et de discussions. Mais l'effet de souffle de cette victoire russe sera immense. Poutine deviendra l'un des hommes les plus puissants du monde. Tous ceux qui le soutiennent en se demandant si peut-être il ne va pas trop loin resserreront les rangs derrière lui. Vous verrez que Xi Jinping le soutiendra plus que jamais. Vous verrez que un autocrate comme Erdogan, qui aujourd'hui se tient à équidistance et parfois soutient l'Ukraine, mais il se reconnaîtra un frère d'âme en la personne de Poutine. Tous contre l'Occident. Tous les adversaires de l'Occident, tous les adversaires de la liberté, tous les islamistes radicaux, les gens du Hamas, dont je vous rappelle quand même que Poutine a été l'un des premiers à les féliciter après le 7 octobre. C'est à Moscou qu'ils ont été reçus quelques jours après le 7 octobre, avec les félicitations du jury et le tapis rouge à peu près identique à celui qu'ils ont déroulé en Alaska à Poutine. Soyons honnêtes, ils ont été victimes des islamistes aussi. Les Russes ont été victimes aussi du terrorisme islamiste. Oui, ils ont été victimes des islamistes. Alors, peut-être l'un est-il lié à l'autre, mais je ne crois pas. Mais ils ont été à la manœuvre avant le 7 octobre et ils ont été en applaudissement après le 7 octobre. Je veux vous dire par là que si on laisse faire ça, si ce scénario que vous décrivez se vérifiait, si nous ne réagissions pas, alors vous verriez Poutine transformé en une sorte de héros du monde des dictateurs, du monde des néo-empires, du monde illibéral. Et cela sera une catastrophe pour les peuples libres. Que répondre aux réels politiciens, aux conservateurs? Ils sont de retour, vous les entendez de tous les côtés à dire « Vous, les BHL, vous avez joué aux apprentis sorciers. Il fallait laisser aux empires leur zone d'influence. Au fond, l'Ukraine, il fallait qu'elle soit neutre, par exemple. Il fallait qu'elle reste neutre. Il fallait qu'il y ait des zones d'influence. Et à la chercher, on a obtenu le pire. À faire tomber Kadhafi, on a obtenu le pire. Mieux valait Kadhafi, dictateur, que le désordre total qu'on a maintenant en Libye. Vous les entendez, cela? Mais au nom de quoi BHL ou un autre dirait cela quand les peuples n'en veulent pas? Quand le peuple ukrainien se rassemble sur le Maïdan et qu'il dit d'une seule voix qu'il ne veut pas de l'ordre poutinien, qu'il ne veut pas des miliciens de l'époque du président Yanukovych qui leur tiraient dessus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez leur dire rentrez à la niche? Rentrer à la caserne? Enfin voyons, là, on a le choix. En effet, entre sans laver les mains et décider qu'ils se débrouillent avec leurs suzerains ou se ranger à leur côté quand ils défendent vos valeurs. Certains ne se sont pas gênés. Rappelez-vous, Bush père qui va à Kiev, vous vous rappelez, 91, oui. Qui dit non, mais ne prenez pas trop vite votre indépendance, restez calme, restez dans l'orbite soviétique, il faut que tout ça se fasse dans l'équilibre, dans la prudence. On peut dire ce qu'on veut, mais les peuples décident. Et en 2014, le peuple ukrainien a décidé. Dans le Donbass, contrairement à ce que dit la propagande russe, moi j'étais avant 2022 déjà dans le Donbass. J'avais tourné un reportage et j'avais fait une grande histoire pour un certain nombre de journaux, dont Paris Match. Les Ukrainiens ne voulaient pas de l'ordre international que quelques chancelleries, que quelques monsieur de Norpois, comme chez Marcel Proust, leur proposaient. Voilà comment on voit les choses, on a designé tout ça, il y aura ça pour ça. Les peuples aujourd'hui se réveillent et ils ne veulent pas de cela. Les Norpois sont sortis?
Ben, Vous pensez à qui, Bernard-Henri Lévy? C'est le diplomate de la recherche du temps perdu, en effet, qui ne connaissent rien, qui n'ont pas d'idée du terrain et qui ont des espèces d'idées générales. Ils sont de toujours. Il y a toujours eu ça. Le Norpois plein de lui-même, le diplomate qui voit les choses à travers des cartes d'état-major et qui trace des traits pour séparer les peuples. Ils ont toujours été là. Et ils sont de retour aujourd'hui comme ils ne sont jamais partis. Est-ce qu'il y a une panique en Europe de l'Ouest quand on entend les propos de Général Mandon, quand on entend sur nos plateaux, il y a des choses que je n'avais jamais entendues, des généraux français qui disent « nous ne sommes pas prêts ». Alors très vite après, ils se corrigent en disant « oui, mais quand même, les Russes ne sont pas prêts non plus, etc. » Mais cet aveu est terrible. Nous ne sommes pas prêts. Évidemment qu'on n'est pas prêts. Et heureusement qu'on a les Ukrainiens. Heureusement qu'il y a en Europe une armée qui sait se battre. Heureusement qu'il y a en Europe une armée qui sait faire rempart. On parle toujours des garanties de sécurité que la coalition des volontaires va donner à l'Ukraine. Mais aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui donne une garantie de sécurité à l'Europe. Si nous avons le temps de nous préparer, si depuis bientôt 4 ans, nous avons eu un peu de répit pour voir venir la menace et pour nous y préparer, c'est grâce aux Ukrainiens. C'est grâce à ces hommes que j'ai passé autant de temps, probablement en Ukraine, qu'en France ou aux États-Unis depuis 4 ans. Donc je connais bien ça. Ces hommes-là, ce sont notre garantie de sécurité. Question candide, est-ce que vous avez peur de la guerre ? Là, de la guerre qui vient. Bien sûr. Ben, j'ai peur de la guerre parce qu'il faut écouter les gens. Quand Trump vous dit « j'en ai plus rien à faire de l'Ukraine, ça ne m'intéresse pas », il faut l'écouter. Quand Poutine vous dit « l'Europe, c'est mon adversaire », il faut l'écouter. Quand l'entourage de Poutine et Poutine lui-même parlent de menaces nucléaires, il faut l'entendre. Il faut savoir qu'ils ont vraiment ça dans la tête. Ou alors on sera comme des agneaux à l'abattoir. Évidemment qu'il faut écouter les dictateurs. Et évidemment que j'ai peur de la guerre. Pas la guerre que l'Europe va faire à la Russie. L'Europe, c'est Minerve. L'Europe, c'est un continent de paix. C'est un continent qui pensait avoir conjuré à jamais le spectre de la guerre. Mais la Russie de Poutine, elle veut la guerre. Le scénario de l'apocalypse, on vit en Europe de l'Ouest, on est tellement raisonnable aujourd'hui. Mais vous avez écrit des livres importants sur la folie totalitaire. Staline, combien de morts, Staline ? Des centaines de milliers, des millions. De millions, naturellement. Mao Tse-tung, des dizaines de millions. Des dizaines de millions, oui. De la même façon, l'arme nucléaire, est-ce qu'elle peut être quelque chose de beaucoup plus immédiat que ce qu'on croit ? Dans une folie de ce genre-là. Le tabou a été brisé. Poutine a brisé le tabou. On y pensait toujours, on n'en parlait jamais. Poutine en parle tous les 4 matins. Donc, en effet, la menace est là. Après, les espoirs qu'on peut avoir, et que moi j'ai, c'est que personne ne connaît l'état véritable dans lequel les armements nucléaires, les lanceurs, etc. sont. Chaque fois qu'ils font un essai, ça ne marche pas. 2, je pense qu'un homme, Vladimir Poutine, qui avait si peur de mourir pendant le Covid, qui, lorsqu'il rencontre Xi Jinping, a un sujet de conversation, rappelez-vous, c'est l'immortalité, comment vivre... 150 ans, disait-il. 150 ans. Il n'a pas envie de mourir dans une deuxième frappe lancée par un pays allié de celui qui aura reçu la bombe atomique. Donc, je crois que la dissuasion marche toujours, mais à une condition, à condition que nous soyons forts, à condition que la menace soit là, à condition qu'ils nous prennent au sérieux. Le pire, le vrai scénario, moi, qui me fait peur, c'est que Poutine ne nous prenne pas au sérieux. C'est que Poutine ne croit pas les dirigeants européens lorsqu'ils disent on répondra. C'est que Poutine se moque de Ursula von der Leyen lorsque, aujourd'hui ou hier, elle parle et elle a un plan construit de confiscation, d'utilisation à des fins de réparation et d'armement de l'Ukraine, des avoirs russes. Il faut qu'ils nous croient. Il faut que les dirigeants européens soient suffisamment déterminés pour que Poutine comprenne qu'il y a des vraies lignes rouges. Et en général, vous savez, depuis 4 ans, bientôt 4 ans, à chaque fois que l'Europe ou les États-Unis sous Biden ont été fermes, Poutine a reculé. Il menaçait, il faisait le matamor, et quand il trouvait en face de lui de la fermeté, il reculait. C'est toujours comme ça que ça marche. Marc Rutte, vous allez l'entendre, puisque vous parlez de l'OTAN. Merci Bernard-Henri Lévy. Écoutez, Marc Rutte, il est le patron de cette OTAN dans laquelle vous ne croyez plus beaucoup. Si, j'y crois, mais je dis que c'est le moment de l'OTAN. Je dis que c'est le moment. C'est aujourd'hui ou jamais. L'OTAN a été fait pour le moment d'aujourd'hui. Ce terre de vérité, écoutez comment lui la conçoit. La Russie continue de tester notre capacité de dissuasion. Elle a violé notre espace aérien avec des avions et des drones.
mener des actions de sabotage et envoyer des navires espions dans nos eaux territoriales. Ces actions sont imprudentes et dangereuses. Elles se préparent à une confrontation à long terme et nous y répondons avec force et détermination.